Merci de faire confiance à votre chaîne de télévision. Merci donc d'être avec nous dans cette émission Grande entre les lignes. Aujourd'hui, nous parlons de cette chronique de Monsieur Martin Fayoulou. Cette chronique préparée en 7 épisodes pour la tricherie, la fraude électorale. Ça, c'est l'SID qui a produit cela. Il montre comment l'actuel pouvoir est en train de préparer un passage en force. Nous parlerons également droit, mesdames et messieurs, la question justement des jurisprudences, la Cour constitutionnelle sur plusieurs affaires notamment. Est-ce que on peut connaître les sources du droit? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Nous recevons sous ce plateau le président national de la COPOP, Maître Passim Bayo. Il est aussi juriste publiciste. Maître, c'est la deuxième fois que je vous reçois ici à Congo Buzz. Oui, vous avez oublié que je suis au cadre de l'UDPS. Tout à fait. Au cadre de l'UDPS Tshisekedi, il faut le souligner en tout cas, votre parti politique que vous aimez tant, vous avez combattu pendant plusieurs années, un fervent combattant du parti au pouvoir. Ouais. C'est un immense plaisir de vous avoir ici sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Tout à l'heure, quand tu prenais parole, je sens que tu provoquais en moi de la mélancolie, en même temps de la nostalgie. Puisque aujourd'hui, je suis sur le plateau, excusez-moi, de Congo Buzz. Mais pour qu'il y ait pluralisme médiatique dans ce pays, il aurait fallu que nous puissions faire la rue. Et le 24 avril 1990, Mobutu pleura. Et donc, on peut tout dire, on peut jeter des insultes. Écoute, il arrive par moments que les enfants manquent du respect à leur mère. Mais est-ce pour autant dire que maman peut incendier les enfants dans la maison? Non, c'est un proverbe bantou qui est riche. Je disais que c'était notre plaisir de rencontrer en ce jour, en pleine chaleur des Jeux de la francophonie, qui sont une grande première dans l'histoire des événements de notre pays. Après le combat du siècle au stade du 20 mai, il aurait fallu 3 présidents de la République après, pour qu'en ce jour, que nous puissions remettre le pays sous l'orbite avec les Jeux de la francophonie. C'est ainsi que je comprends l'émotion de ceux qui se sont mis à crier, chanter au stade. Et je pense que dans les mois qui suivent, Kinshasa en principal, et le Congo en général, vont connaître une montée fulgurante en sport, puisqu'il y a des infrastructures qui manquaient. Et que désormais, nous les avons. Il ne faut pas oublier que le sport et les infras, c'est la théorie du poisson dans l'eau. Et puis, aujourd'hui, je reviens un peu comme un prophète. Je voulais bien entendre ce compliment de ta part. Puisqu'il y a quelques mois, je t'ai dit que la coalition de l'opposition dont tu parlais, le 4 de Langa Langa, c'était une coalition qui transportait dans son ventre les gènes de l'implosion. C'était une association politique implosive. Mais aujourd'hui, Monokonanga Inganga. Tu vois? Donc, voilà tous les plaisirs qui m'habitent en ce moment. Merci beaucoup, Maître Passim Bayo. Mais vous avez parlé des Jeux de la francophonie, d'entrée des Jeux, avant qu'on aille aux questions évoquées en prélude de cette émission. Est-ce un succès? On peut dire que c'est un succès, l'organisation de ces Jeux. Quand on a connu le report à 2 reprises, c'était initialement prévu pour 2021. Mais tardivement, au soir de l'année, on organise ces Jeux de la francophonie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès dans l'ensemble de l'organisation de ces Jeux? Mais si mieux vaut tard que jamais, le mal c'est de ne jamais essayer, le mal c'est de ne jamais faire. Mais au moins ce qui avait été promis a fini par accoster. Tu sais, j'ai toujours aimé un auteur en sociologie politique, il est français, je crois ça, si ce n'est pas Jean-Marie Tanquin ou Raymond Aron. Il définit la politique comme étant ce qui s'est dit qui se réalise. Ce qui s'est fait n'avait jamais été prévu. Ce qui se programme ne se réalise pas en temps utile. Et ce qui se programme ne se réalisera jamais. Et j'ai toujours trouvé au nom de la praxéologie épistémologique que c'est la meilleure définition de la politique. Et donc, ce qui avait été promis pour 2021
ne s'est pas réalisé en temps utile, mais s'est réalisé en temps après. Alors, à l'output, quel est le jugement? Est-ce qu'on va juger le retard? Non. Il y a des enfants qui viennent au monde à 8 mois, d'autres qui viennent au monde à 9 mois. J'en connais l'histoire de 11 mois. Et donc, c'est pour vous dire que les succès restent demeurent dès lors qu'il y a eu maternité. Voilà. Maître Passimbayo, alors, la question qui fait polémique, le livre du professeur Auguste Mampouya, ce livre, selon certains de ses disciples, a commencé à être écrit depuis 2007, on est en 2023, plus de 15 ans que ce livre est en train d'être conçu et aujourd'hui il est déjà sur la place publique. D'après ce livre du professeur Mampouya, professeur émérite, il faut qu'on le dise, professeur émérite, c'est-à-dire plusieurs années dans l'enseignement, parmi les sources du droit, la jurisprudence n'en fait pas partie. Vous, en tant que professionnel aussi du droit, quelle est votre appréhension de la question? Mais écoute, d'entrée des jeux, je te dis que ça fait 20 ans que j'ai lu les ouvrages du professeur Mampouya. Et sur le plan de la doctrine en droit international, j'ai toujours beaucoup d'estime pour lui. Le livre qui m'a beaucoup fasciné, même à l'époque où j'étais en terminale. J'ai pénétré son ouvrage sur la souveraineté internationale des États, comparativement à la souveraineté interne, quelque chose comme ça. Un livre formidable, écrit dans un français accessible à tout le monde. Mais à propos de son ouvrage de tout à l'heure, s'il est dit que la rédaction de l'ouvrage a commencé en 2007, donc c'est un ouvrage déphasé. Puisqu'en 2007, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État venaient de naître simplement théoriquement, mais ça n'existait pas pratiquement. C'est des années après que l'on a mis en place la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Même la Cour suprême de l'époque, qui transportait dans son ventre les 3 attributions, vous comprenez, était la seule mère, et qu'il aurait fallu du temps pour que la Cour suprême de justice, j'imagine, qu'elle éclate pour donner naissance aux 3 juridictions. Puisque elle était juge suprême civil, juge suprême administratif, et juge suprême constitutionnel. Et donc, si l'ouvrage a commencé en 2007 pour être pondu en ce jour, eh bien, écoutez, c'est un ouvrage déphasé. En voici les résultats aujourd'hui. On ne peut pas dire en ce moment... Est-ce que vous avez lu cet ouvrage? Écoute, je n'ai pas besoin de le lire d'abord pour que j'explique ce que je dis. Il y a des principes qui sont conventionnels en droit. Puisque lire et présenter les principes conventionnels en est une autre. Je dis que jamais, alors au grand jamais, la jurisprudence ne va pas cesser d'être une source de droit. Expliquez-vous. C'est un joli mot dans l'origine de notre droit latino-germanique. Si je comprends bien, vous êtes en train de contredire votre maître. Vous êtes en train de contredire. Je ne contredis pas. Votre maître. Le professeur Mampouya n'a jamais été mon maître. Vous avez dit qu'il y a des ouvrages que vous avez... Mais est-ce que pour avoir lu l'ouvrage d'un auteur que vous admirez beaucoup, vous devenez par là disciple? Non. C'est un maître du droit, en droit international. Vous dites? C'est un maître en droit international. Je suis aussi maître avocat, donc il ne faut pas que ça se mélange un peu. Parce que le mot magistère, il est lui-même magistère chez l'avocat, il est lui-même magistère chez les magistrats, parce que vous les appelez magistrats, c'est magistratis. Tu vois un peu comment ça se passe. Donc il ne faudra pas que vous puissiez m'enquincunner d'un maître, cependant que j'ai la liberté de choisir, d'admettre ou pas. Je dis que le fait de lire une doctrine et d'apprécier cette doctrine, j'ai dit, il y a cela 20 ans, ne fait pas de moi d'office un disciple. Le disciple est celui qui suit un maître, et le maître a son bâton. Il conduit le disciple. J'imagine qu'il peut produire son DA, il peut lui-même produire, qu'est-ce que je dis, sa thèse de doctorat. Il n'est pas votre maître. Moi j'ai autre. Mais c'est un maître. J'ai d'autres comme maître. Dans la discipline du droit, le professeur Mampouya, c'est un maître. Dans le droit.
c'est un maître qui Oui, est reconnu. lorsqu'on prend maître en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, justement. Oui, lorsqu'on prend maître en tant qu'enseignant, Ouais. c'est indiscutable. C'est indiscutable. Je ne peux pas les lui renier. Tout à fait. Et surtout que je vais déplacer les accents puisque j'ai un aîné à moi, un grand frère, qui est aussi professeur émérite autant que lui. Et donc, si je manque du respect à un professeur émérite, on dirait que mutatis mutandis, je manquais du respect à Timothée, qui est aussi mon grand frère, qui est professeur émérite. Émérite. Bref, je dis que l'ouvrage est un saut dans le vide. Dès lors que on a arraché à un livre de droit un des éléments de la maternité participative du droit. Soyez beaucoup plus explicite, Alors, mais puisque- s'il vous plaît, maître. Alors, parmi, on dit les sources de droit, puisque le débat, c'est que non, la jurisprudence n'est plus une source de droit. Mais ça contredit même l'article 168 de la Constitution, Qui dit? par rapport à la Cour constitutionnelle, qui vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent aux personnes physiques, morales, à tout le monde. Je peux vous dire, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Point. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. On couronne la fin. Au deuxième alinéa, tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Ça veut dire que notre Constitution a déroulé le tapis ou le protectorat de la jurisprudence, en commençant par la Cour constitutionnelle. Dès lors que les décisions de la Cour constitutionnelle sont frappées d'intouchabilité dans la Constitution, La condition n'est pas celle que ces décisions de la Cour constitutionnelle soient conformes à la loi, peu importe. soient totalement conformes à la loi. J'ai dit peu importe. La Constitution, tu sais pourquoi on l'appelle Constitution? Puisque de ses origines latines, cum institutio institutionis, l'assemblage des institutions, c'est ici. Et la Cour constitutionnelle est l'une des institutions qui se trouve dans cette mer. Pour elle, cette Cour constitutionnelle, sa mère qui est la Constitution dit, toi ma fille, la Cour constitutionnelle, toutes les décisions que tu prendras sont frappées d'intouchabilité. Et c'est quoi la décision en sciences juridiques? C'est le jugement, c'est l'arrêt. Vous comprenez? Ce sont des décisions rendues comme ça par les juridictions. Alors, toutes les décisions rendues par les juridictions sont par principe des jurisprudences. Alors, pour d'autres juridictions inférieures, la jurisprudence n'est démise que lorsque toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires sont épuisées. Alors la jurisprudence est assise. On peut même couler cela au journal officiel. Mais pour la Cour constitutionnelle, dès lors qu'elle se décide, c'est comme disait quelqu'un, les enfants du serpent là, c'est aussitôt nés, ils peuvent mordre et communiquer du venin. C'est un peu proche de l'histoire des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle a des jurisprudences qui sont différentes des autres juridictions. Aussitôt né, aussitôt intouchable, jusqu'au retour de Jésus-Christ. La seule manière de toucher à cela, c'est peut-être comme, je te rappelle, Feu Luamba Bindu, lorsqu'il y a eu tripatouillage aux législatives, reçu par le chef de l'État, il s'est livré au micro en disant « Nous allons corriger les erreurs matérielles. » Si l'erreur s'est glissée dans une décision, la loi n'interdit pas que l'on puisse rendre décision sur erreur corrigée. Sous peine de revenir, sous peine de violer le caractère intouchable des arrêts de la Cour constitutionnelle. Voilà, je comprends. C'est ça la question. Oui, tu sais que tu dois, la beauté du droit, c'est que tout principe de droit est accompagné d'une exception. Si un principe de droit n'est pas accompagné d'une exception, ce n'est plus un principe de droit. Et donc voilà pourquoi je dis l'ouvrage. Mais est-ce que vous démontrez, noir sur blanc, en quoi? C'est vrai que vous avez évoqué. Si, maintenant je vais arriver au noir sur blanc en disant oui. les théories générales de droit,
en premier gradué, on appelle l'introduction générale à l'étude de droit, par exemple. On vous établit quelles sont les sources du droit. Vous avez les us et coutumes. C'est comme le code de la famille. Est a priori venu de nos us et coutumes, un assemblage de coutumes positives ou des éléments positifs se trouvant dans nos différentes coutumes au pays. En l'occurrence aussi la polygamie, mais je ne t'encourage pas. Deuxième des choses, vous avez, par exemple, la loi. C'est une source de droit. Mais vous avez aussi la jurisprudence. On appelle la jurisprudence l'ensemble des précédents judiciaires. C'est-à-dire le droit ne peut pas exister sans les éléments contributifs à sa maternité. C'est pour ça que je dis, soit c'est un ouvrage militant, soit c'est un ouvrage partisan. Nous avons reçu... Puisqu'il faut voir ceux qui récupèrent. Pourquoi j'ai dit partisans? Puisque ceux qui ont récupéré l'ouvrage sont pour la plupart des cas de l'opposition. Vous imaginez... Quand on leur demandait de nous prouver de quelle manière la Constitution peut cesser d'être, qu'est-ce que je dis? La jurisprudence cesse d'être une source de droit. Et puis la jurisprudence, elle ne peut pas cesser d'être une source de droit du fait d'un ouvrage, d'un auteur. Non. Puisque dans cette constitution que nous avons, vous y trouvez des dispositions prises dans la constitution de Sun City. Dans cette constitution, vous y trouvez des éléments couchés dans l'acte constitutif de la transition. Nous sommes au Zaïre, en pleine démocratisation. Vous y trouvez des éléments de la constitution révolutionnaire. Vous y trouvez des éléments de la constitution de 1964 de Louloabourg. Vous y trouvez même des éléments de... Si vous dites que Matata Ponyo ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle, mais pourtant cette même Cour constitutionnelle s'était déclarée compétente pour juger Tchibala, ancien Premier ministre, ayant la même nature juridique que Matata Ponyo. À la seule différence que Tchibala n'est pas sénateur et que Matata l'est. La seule casquette, le seul parapluie qu'il avait, c'était le parapluie des sénateurs. Et qu'il fallait enlever ce parapluie, qu'il soit lui immunitaire. Il y a ce combat entre les deux arrêts rendus par, premièrement, la Cour constitutionnelle dirigée par le président Kalouba et Kamouleta. Il y a ces deux arrêts. Le premier dit que M. Matata ne peut pas être... La Cour constitutionnelle est incompétente. Et le second arrêt, c'est que M. Matata doit être jugé à la Cour constitutionnelle. Est-ce un conflit jurisprudentiel? Voilà. Non, mais si vous prenez 2, alors c'est insuffisant, je ne suis pas rassasié. Prenez 3. Soulouamba Bindoulo Kalundu Senga. Tchibala. Ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente pour connaître de son affaire. Donc vous avez 3 dans la marmite. Pourquoi là c'est OK? Mais pour celui-ci, ça ne peut pas être le cas. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas que les gens pensent que le droit peut consacrer un déni de justice légale. Ça n'existe pas. Aucun pays du monde ne peut consacrer un déni de justice légale. Ça viole le principe téléologique du droit pénal qui dit que lorsque les actes antisociaux et antisociables se développent chez les individus en société, il a peur de les insérer sur les listes limitatives de loi pénale pour faire sujet de sanctions et de réprimandes. Pourquoi? Puisque la société, si elle n'est pas nomique, elle devient taxique. La société, il y a un principe de droit d'ailleurs qui me plaît, qui me rappelle un principe latin qui dit ubi societas ibius est. Autrement dit, il ne peut pas exister des sociétés sans droit. Ça voudrait dire, dans les différents droits positifs des pays du monde, on ne peut jamais consacrer un déni de justice légale en disant que la justice elle est faite pour les uns
et non pour les autres. Moi-même qui vous parle en tant qu'avocat, j'ai mon juge. Vous, journalistes, en dehors de vos pairs qui vous jugent disciplinairement, vous avez votre juge. Exactement. Le président de la République dans cette constitution et le Premier ministre ont leur juge. Ça ne pose pas la question de l'insuffisance de cette constitution. Vous dites? Ça ne pose pas la question de l'insuffisance de cette constitution. Si, mais écoutez, il n'y a pas insuffisance par rapport à cette question que vous soulevez. Puisque la constitution indique que la Cour constitutionnelle et les juges, c'est pas du président de la République. L'arrêt sur l'incompétence de la Cour constitutionnelle était un arrêt mal rendu. Bien, écoute, dès lors qu'il a été subrogé par celui de Kalouba, celui de Kamolete, oui. J'imagine que je suis tenté d'appeler ça, j'ose, je cherche un mot, je suis dans la recherche d'une définition. Je peux considérer l'arrêt de Kamolete, même si ce n'est pas Kamolete qui décide, mais l'actuel arrêt de la Cour constitutionnelle, comme étant subrogatoire, même si ce n'est pas ça que l'on peut dire à proprement parler. Donc ça voudrait dire qu'il est inacceptable que l'on consacre un déni de justice légal pendant que la Constitution vous dit que le Premier ministre est poursuivi pour des infractions commises pendant l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion. Vous comprenez? Donc ça voudrait dire que, est-ce qu'il faut rentrer dans ce qu'on étudiait dans la syntaxe ou dans la grammaire sur les conjonctions de coordination, les déterminants, les petits mots d'inclusion ou d'exclusion? Oui, alors ceux qui vont faire les lettres, qu'ils aillent consulter des littéraires. Mais déjà la Constitution est claire. Est claire. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent se casser. Donc désormais, quand vous voulez faire cette dialectique-là, dites-leur qu'elle devient trilectique. Vous prenez la décision sur Tchibala, la Cour se déclare compétente. La Cour se déclare incompétente sous Kamoleta. Non, Kalouba. Kalouba. Elle se redéclare compétente sous Kamolete. Donc, dès lors que l'on ne peut pas consacrer un déni de justice légale dans un pays, il ne faut pas tromper l'opinion. Et surtout que lui-même l'intéressé autour de qui gravite toute cette polémique. Je suis tenté d'appeler ça un débat houleux et polémique. C'est que à l'aéroport de Conakry, déjà, il disait que je rentre dans mon pays. Je n'ai pas peur de la justice. Je vais l'affronter. Mais la justice, c'est quoi? Il n'y a pas de justice sans procédure. La procédure est effectivement ce boulevard qui vous mène à pouvoir éclater au grand jour les décisions. Il ne faut pas oublier que la Constitution dit que les décisions sont rendues au nom du peuple congolais. Tu vois, le peuple que l'on veut diriger comme candidat président de la République, c'est le peuple à qui la Constitution a donné droit en disant les décisions de justice sont rendues en votre nom et sont exécutées au nom du président de la République. Merci beaucoup, Maître Passimbayo, président national de la COPOP et au cadre de l'UDPS. Tshisekedi qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Martin Fayulu a produit une chronique, son parti politique est sidé, voici l'intitulé, voilà, la chronique. Chronique d'une fraude électorale préparée en 7 épisodes. Je vais les citer, ces épisodes, et on va le commenter avec Maître Passy. Premier épisode, c'est la nomination des juges de la Cour constitutionnelle le 17 juillet 2020. Deuxième épisode, le 3 mai 2021, M. Tshisekedi a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri avec restriction des libertés fondamentales. Troisièmement, adoption le 4 juin 2021 de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI par 336 députés sur les 337 qui ont pris part au vote, loi promulguée le 3 juillet 2021. Quatrième épisode, la création de l'Union sacrée de la Nation le 6 décembre 2021. Cinquième, la loi électorale du 29 juin 2022, consacrant le vote semi-électronique et n'acceptant pas la proclamation des résultats bureau par bureau. Sixième épisode, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs comme moyen de créer des électeurs fictifs qu'on utilisera pour gonfler les votes en faveur de M. Tshisekedi et les membres de l'Union sacrée de la Nation. Enfin, illusion de la normalité, entretien de l'insécurité et des milices privées, WEWA, entre parenthèses, et propagation de la peur au sein de la société. On commence avec le premier
le premier épisode. C'est la nomination des juges de la Cour constitutionnelle le 17 juillet 2020. Bien, alors je vais vous répondre juridiquement et politiquement. Alors, je vais commencer juridiquement. Je crois que nous sommes à l'article 158 de la Constitution. 158 de la Constitution. Alors, il est dit ceci. Oui. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, virgule. 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Point. Deuxième alinéa. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement supérieur universitaire. De l'enseignement universitaire, disais-je. Troisième alinéa. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Quatrième alinéa. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Dernier alinéa. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République. Ça veut dire l'opposant de décider et de l'amour de son aile monte au créneau pour fonder la violation de la Constitution. Il dit que la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. J'ai suivi le motif qu'il a présenté là. Oui. Il dit que les motifs de la nomination de ces juges, pour lui, la seule chose qui lui taraude l'esprit, c'est que la nomination de ces juges, c'est dans l'objectif de confirmer ce que lui appelle un futur hold-up électoral. Oui. Vous comprenez? Alors, est-ce que les Parce juges... que c'est la Cour qui peut prendre les résultats définitifs. Tout à fait. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle n'est là que pour les élections? Non. Quelqu'un l'a appelé la Cour des cours. Mais c'est l'une des missions. Effectivement, vous dites l'une des missions. Donc c'est entre autres. Oui. Alors, quand il dit que... Il dit même que c'est l'une des raisons de la dislocation de la coalition FCKH. On se souviendra que lors de l'investiture de ces 3 juges, l'Assemblée nationale a été dirigée par Mme Mabunda, qui avait boycotté la séance, même tous les députés du FCC. Si, mais écoutez... Les juges ont prêté serment devant le président de la la République. prestation de serment. En absence de Mme Mabunda et des autres députés nationaux du FCC qui ont dit que la procédure n'avait pas été respectée. Si, mais écoutez, si la procédure n'avait pas été respectée, ont-ils engagé une procédure d'annulation? Non. Deuxième des choses. Lorsque vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à cela vous ajoutez l'ordonnance présidentielle portant sur les mesures, je crois, spéciales des magistrats de la Cour constitutionnelle. Il est simplement dit que les magistrats, qu'est-ce que je dis, les juges de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le président de la République, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Mais s'il vous plaît, c'est très important. Oui. Mais la question de droit que l'on se pose, est-ce que les 2 chambres du Parlement réunis en congrès signifiaient Ntambo Mwamba et Mabunda? Mais ils étaient, Puisqu'au départ... On ne va pas souligner qu'ils étaient absents. Écoutez, je vous dis ce que le droit dit. Ça veut dire, le Parlement, qu'est-ce que je dis? La Chambre haute... Ça ne se limite pas à Tambo Mwamba et à Mme Mabunda. C'était une façon de protester contre... Oui, eux pensaient qu'eux devraient être présents. C'est là qu'ils ont pédalé en l'air. Je dis que les 2 chambres du Parlement sont au départ des ensembles vides. Mais oui. Expliquez-vous. Mais puisque la Constitution les a prévus, la Constitution n'a pas déjà nommé des magistrats ici. Et qu'est-ce que je dis? Des députés. La Constitution crée simplement le Parlement, qui est bicaméral. La Chambre haute et la Chambre basse. Maintenant, la Constitution dit, pour être animateur au sein de ces 2 chambres, il faut passer par les élections au suffrage universel direct, dites, et indirect, dites élections législatives, directement, et sénatoriales, indirectement. Et dès lors qu'on est élu, puisque, pour éviter que ça se passe un peu comme dans la démocratie directe sous l'agora, on dit que chaque chambre
est chapeauté par un bureau. Et pour être membre du bureau, il faut de nouveau être élu. Et donc, la prestation de serment de ces juges dont il est question de la Cour constitutionnelle, elle est faite devant une institution qu'on appelle le président de la République. Parce que le président de la République, j'ai toujours dit, quand Fachi fait des bisous au bébé, il salue les gens, au Betabango, à gauche, droite, etc., etc. Les gens pensent que c'est l'individu Fachi, mais juridiquement, c'est un léviathan. Le président de la République est léviathanesque. C'est toute une institution. Vous comprenez? Alors, c'est devant cette institution. Et personne n'est au-dessus de la loi, malgré qu'il soit... Peu importe, je dis qu'il est léviathanesque, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Très le président bien. de la République est une institution. Très bien. Très bien, maître Passimba. Alors, je dis que On prend la deuxième... on prête serment effectivement devant le président de la République, Mhm. et puis devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Donc, devant des ensembles vides. Donc, on n'a pas besoin de dire tel député était là, tel autre n'a pas été là. C'est un passe-temps. C'est comme ça, quand les gens comprennent les choses au nom de la sociologie politique, il est difficile de les asseoir en droit constitutionnel. Voilà pourquoi cette question qui a été soulevée signifie pédalant. J'ai suivi une de ces déclarations précédentes, puisque tout ce qu'il a coulé par écrit là, c'est du corollaire. Il dit qu'il faudra que nous puissions négocier sur les juges à la Cour constitutionnelle. Mais la Constitution que je viens de vous lire à l'article 158 dit que le président de la République, à lui seul, il a le droit de se choisir librement 3 juges. Le Parlement réuni en congrès choisit 3 autres. Le Conseil supérieur de la magistrature envoie aussi 3 autres. Est-ce que des gens dont la maternité est déjà déterminée par la Constitution peuvent faire sujet des négociations politiques? Alors, il amène le pays à la dérive. Il amène le pays dans une ataxie, comme je venais de le dire. On peut passer au deuxième problème. Deuxième problème, M. Tshisekedi a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri avec restriction des libertés fondamentales. Et là, il dit, cette mesure a comme soubassement la réduction du poids électoral du Nord Kivu et de l'Ituri, 2 provinces hostiles au gouvernement en place. Depuis, cette mesure est devenue robotique. Mensonge. Un mensonge ostentatoire. L'Ituri et le Nord Kivu ne sont pas hostiles au pouvoir, sont plutôt favorables au camp du pouvoir, malgré la persistance de l'insécurité. Mais écoute, mon cher, c'est un mensonge ostentatoire. Comment ça? Première des choses, il dit que pour restreindre les libertés des citoyens. Des citoyens. Mais 2 mois après l'état de siège, moi j'ai fait un procès au tribunal de grande instance de Goma. Moi qui te parle. Pour le compte d'une société de la couronne hollandaise. Ça, c'est le premier mensonge. Donc, les libertés, même relativement au pacte civil et politique, aucune liberté n'a été violée dans l'état de siège. Deuxième des choses. Il dit que ce sont 2 provinces hostiles. Je lui prends et l'Ituri, et le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais mon cher ami, à la naissance de l'IDPS en 82, et lors de la démocratisation, le 24 avril 1990, il n'y a pas eu popularité de l'IDPS dans l'histoire de ce pays qu'à l'Est. La légitimité est mouvante. Vous dites, hein? La légitimité ou l'accompagnement, le soutien populaire est mouvant. Mais C'est pas parce que en 1982 que l'UDPS était populaire dans le Kivu. Actuellement, oui. C'est plus que vous m'interrompez. Parce que je veux comprendre, mieux comprendre. Mais regardez les rapports de la CNI sur les candidats aux législatives nationales. Il y a combien de candidats députés de l'UDPS en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu? Tu sais que Jacquemaine Chabani est un prince dans le Nord Kivu chez les Baoundés. Non, mais écoute, je te surprends. Je te signale que l'actuel ministre, je crois, je ne sais pas, de la recherche scientifique, Désiré Nzinga Birianzi, est un enfant du Nord Kivu. Deo Biziboué, ou Bizibou, qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS, est un enfant du Nord Kivu. Moi qui te parle, la COPOP a des fédérations et au Sud Kivu et au Nord Kivu. Je suis tenté de te citer individu après individu jusqu'au Nord Kivu. Qu'est-ce que je dis? Jusqu'en Ituri. Je suis certain que vous avez le Nord Kivu
et le Lituri acquis à votre cause, malgré la persistance de l'insécurité, même certaines cités qui sont si, toujours... mais c'est là que j'ai dit, puisque ce n'est pas nous qui avons amené cette insécurité. Un peu prise, parce que vous avez promis de rétablir. Au contraire, c'est nous qui apportons le palliatif, mon cher ami. Puisque tu est-ce parles du Nord Kivu, Oui. je te l'ai dit autrefois, le Nord Kivu avait des forces redoutables, ADF Nalu, Codeco, mais aucune base névralgique de ces gens existe. Vous avez vu ce qu'a fait le ministre Boussa Nyamou ici. Il trouve que le terrain avait déjà été balisé. Tous commencent à venir à des barzas dans la logique de la réinsertion sociale. Ça voudrait dire qu'il faut féliciter l'état des sièges. Nous sommes allés plus loin pour le bien-être de nos frères de l'Ituri, à conclure une mutualisation des forces avec les forces ougandaises. Donc vous en avez vu... Pourquoi les députés provinciaux, la société civile, demandent que cet état des sièges soit requalifié? Si, mais est-ce que la réqualification signifie... Parce que dans l'état actuel, ça fait presque plus d'une année qu'il est mis en place, mais les résultats poseraient problème. Pourquoi on ne requalifie pas cet état de siège? Mais Congo Belge est un média sérieux. Je vous informe que, et sur le plan sécuritaire, et sur le plan fiscal, et sur le plan économique, la province est en bon état. Les cas d'insécurité sporadiques que vous voyez là sont nés du fait que ces forces négatives sont islamistes. C'est comme ça qu'on vient dans une église. Admettons que cette émission s'est passée dans une église, on met une bombe là-bas et ça éclate. Est-ce pour autant dire que l'état des sièges a échoué? Non. Aujourd'hui, pendant que je te parle, combien de fois les M23 vous ont promis de prendre de Goma? Au point que l'opposition en a fait du boucan, Goma va tomber, etc. Ce qui me fait mal, c'est de voir certains fils de ce pays faire l'apologie du M23. Et je te signale que si l'état des sièges était sans importance, le Rwanda ne serait pas en chute économique. Si l'état des sièges était sans importance, le M23 ne serait pas en difficulté. Si l'état des sièges était sans importance, les réservistes, tout ce qu'ils créent là-bas, oh les Wazalendo, on a donné au Maïma, ce sont nos réservistes. Et tout ça, ça dérange. Voilà pourquoi le chef de l'État a conclu en disant, au regard de la montée en puissance de notre armée, c'est un discours politique, mais je sais t'expliquer en dehors de cette émission quel degré de montée en puissance nous avons atteint. Mais il a lâché simplement un élément en disant que désormais, à partir de chez moi à la maison, je peux suivre en temps utile le déroulement des hostilités. Ça voudrait dire quoi? Vous avez connu ça dans l'histoire? Vous avez levé l'embargo, vous? Troisième élément. Troisième élément, adoption le 4 juin 2021 de la proposition. Et donc, je disais que pour lui, l'état des sièges, la déclaration de l'état des sièges est prévue dans la Constitution. Et le président de la République a respecté processus après processus. Donc, je ne vois pas pourquoi lui peut dire que les articles, je crois, à partir de 80 quelques, 85, 87, ont été violés pour le plaisir de le faire. Non. Et puis, l'état des droits aussi, c'est quoi? C'est que lorsque vous constatez qu'une violation de la Constitution a été faite quelque part, allez-y devant les juridictions, s'il vous plaît. Merci, Maître Passy. Troisième élément, adoption le 4 juin 2021 de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI par 336 députés sur les 337 qui ont pris part au vote, loi promulguée le 3 juillet 2021. Voilà, c'est que parmi les éléments qui disent cette loi n'a pas fait l'objet de consensus. Elle a été contestée par une grande partie de la classe politique et de la société civile, y compris les deux grandes confessions religieuses, catholiques et protestantes. La CENI a été politisée à outrance. 6 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition et 5 membres de la société civile, dont le président issu de confessions religieuses. À l'arrivée, M. Tshisekedi a réussi à nommer tous les membres. Il n'y a donc aucun membre de l'opposition et de la résistance. C'est là que j'ai dit, ça dégage l'odeur de la maladie. C'est un communiqué schizophrénique. Je t'explique. Comment ça? Mais écoute, mon cher ami. Ici, il parle consensus. Là-bas, il parle de la loi organique. Mais c'est deux secteurs différents. Le consensus, c'est politique. Sauf s'il a été coulé dans une loi. Où est-ce qu'il est dit dans cette constitution et dans les autres lois de la République que la loi, c'est pas organique ou la loi... Mais ce qui est certain, c'est que l'opposition envoie ses membres à la CENI, conformément à la loi. Peu importe. Peu importe. Je dis que la loi est née dans les conditions qu'il faut. Il parle de 36 députés sur 37 qui étaient présents. 336 sur 337. Voilà, 336, 337. Ben, écoute, lui était député avant les élections, je crois, de 2011.
Non, après 2011, je crois. Il était député national. Oui. Nous, les députés de l'UDPS, on claquait la porte en compagnie de certains opposants. Ils sont partis. Mais la majorité est restée, s'est réunie. Il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous avons posé un acte protestataire, mais notre protestation n'a que des limites politiques. Ça ne provoque pas des effets juridiques. Ils sont restés. Nos amis du UFC, c'est quand ils étaient AMP. Ils ont voté la loi électorale et elle est passée. Au point que nous sommes allés aux élections sans aucun représentant dans la CNI. Et vous avez gagné ces élections. Dieu merci, puisqu'il était de notre côté, lui, Dieu. Puisque c'est lui qui implante les rois et qui les déchoit. Moi, je suis de l'école judéo-chrétienne en sociologie politique. Je comprends que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit. Même Fayou ne peut pas changer ça. Maintenant, il parle de consensus. Le mot consensus, je l'ai vu figurer dans la charte des confessions religieuses. Dans une disposition qui la prévoit en principal, dans la même disposition, au deuxième alinéa, on prévoit le vote. Et c'est ce qui avait été fait. Lui ne dit pas que j'ai vu les princes épingles le jour où il était question de délibérer sur le vote à la demande de Mosoko Diampoanga. Ils arrivent avec des écriteaux devant la Senko et c'est Cholet qui prend, suivez très bien l'explication de Dodo Kamba et tout le reste, qui prend le communiqué de presse, il les distribue en violation de la charte des confessions religieuses, il les distribue aux représentants des confessions religieuses présents dans la salle en disant, en ces termes, je l'ai dit dans mon discours indirect, puisque j'avais suivi Dodo Kamba et tout le reste des églises indépendantes, en disant, Botika Makambo Kadima, peuple Boé Kadima. Il a violé la charte elle-même. Donc, alors, de quel consensus parle Fayoulou? Il n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale. Il veut renverser tout un Titanic. Mais quelle dose d'orgueil! C'est pour ça que j'ai dit, mais ce sont des discours de jactance, un discours de désespoir. Tu vois, quand quelqu'un est en difficulté, j'ai suivi son point de presse avec Jean-Marie Kassamba, Israël Moutala. Émission. Oui, on lui dit, mais il dit, personne ne peut dire ici qu'il me tient. Ça veut dire, ça dégage l'odeur conflictogène. Ça voudrait aussi dire que le 4 de langue à langue a déjà éclaté. Pourquoi? Puisqu'il dit que personne ne me tient, ça veut dire tout ce qu'on disait là-bas. Parce qu'il y a un bon, pas président, il y a ensemble. Mais le gars, il est dans son ego. Le malheur pour lui, c'est qu'il veut ressembler au Sphinx sans être le Sphinx. Le Sphinx de l'Imété avait atteint des proportions d'un leader incontesté, incontestable. Il n'est pas né d'un jour. C'était un processus. Tout à fait, mais même quand il faut respecter le processus, il fallait être encore enfant. Il n'a pas fait la prison pour le combat. Il n'a pas été jeté à Boulambemba. Il n'a pas été jeté à Nitouri, etc., etc. Donc ça voudrait dire il n'a pas été relégué dans son village. Il faut poser la question aux 13 parlementaires et tous les autres pionniers de l'UDPS qui dormaient dans des pièces où on laissait entrer les serpents. Merci. Donc bref, c'est la question dont vous parlez relativement à la CNI. À la CNI. C'est un discours politique qui pédale en l'air. C'est un discours politique. Je ne sais pas si... Apparemment, nous avons laissé d'autres reliquats là. Il y a aussi le 4e. Malheureusement, il nous reste 5 minutes. Il parle de quoi, le 4e? Le 4e... Je peux balayer tout ça dans 2 minutes. Le 4e parle de la création de l'union. Je dis tout ensemble et puis... C'est notre droit politique, créer l'union sacrée, c'est notre droit. Où est-ce qu'il est interdit dans la Constitution? Il dit qu'on lui a fait pression par les chanceliers occidentales pour qu'il fasse partie de l'union sacrée. Mais il n'en a pas, et qu'il a refusé. Il n'en a pas de preuves. Il a résisté. Il n'en a pas de preuves. Tu sais, la politique ne peut pas exister sans stratégie. Vous comprenez? Si vous ne connaissez pas de la stratégie, quittez la politique. Allez faire l'agriculture, c'est un autre domaine payant. Vous comprenez? Donc ça voudrait dire que, qu'on l'ait vu ou pas, où est-ce que ça viole la loi? Non, puisque Kadima vient aussi de dire que tous ces opposants qui crient, ils m'appellent dans le coulisses, ils me voient, ils sont d'accord, ils déposent leur candidature, etc., etc. Est-ce que nous pouvons interdire à ces opposants-là de voir Kadima, de traiter avec lui à huis clos dans le bureau de la CNI? Il est le président d'une CNI pour tout le monde. La CNI est une cuisine qui fait à manger pour tous les enfants qui veulent challenger électoralement. Donc, qu'il arrête. Quand il parle de l'union sacrée, c'est notre droit de constituer l'union sacrée.
Il ne nous est pas interdit de nous commuer en plateforme électorale, en regroupement politique, pourquoi pas en parti politique. Donc qu'il arrête, c'est un saut dans le vide. Et un dernier élément, il disait quoi là-bas? La loi électorale du 29 juin consacra le vote semi-électronique et n'acceptant pas la proclamation des résultats bureau par bureau. Je me rappelle, ce travail additif a été fait par les 13 parlementaires, dans lesquels faisaient partie Mouyaya, Sessanga, Baya, etc., etc. Ils ont fait une étude qui est la leur à 13. Quand bien même elle pouvait être bonne, cette étude, mais elle ne peut pas passer comme un couteau dans le beurre. Ça ne peut pas transcender le droit parlementaire ou la démocratie parlementaire. Voilà pourquoi ce qu'ils avaient proposé était exposé à la lecture, appréciation critique de leurs pairs qui sont des députés. Ils en ont fait débat, ça il faut enlever, etc., etc. Je me rappelle très bien, encore une fois, quelqu'un recevait une leçon sur la différence entre l'affichage des résultats et la publication des résultats. L'affichage est un acte, j'imagine, administratif. Mais la publication est un acte légal. En ce sens qu'on dit qu'au bureau, on affiche. Non, Dan Zang Mazang a gagné à Mongafula, au bureau numéro 15, on a affiché tel. OK. Mais la publication des résultats est expressis verbis réservé à la sommité de la CNI. Alors, ni publication, ni affichage, ces deux substantifs n'ont pas été refusés dans la loi. Donc, il rentre dans un débat. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est déphasé. Il y a un élément en souffrance là. Un autre élément, c'est l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs comme moyen de créer des électeurs fictifs qu'on utilisera pour gonfler les votes en faveur de M. Tshisekedi et les membres de l'Union sacrée. Mon cher ami, vous l'avez vu aller se faire enrôler. Il a présenté ça, accompagné de ses militants. Ça veut dire, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Ça, c'est de un. Et puis, de deux, il dit qu'il parle, je crois, il revient sur le débat du fichier électoral. Mais Kadima, lors de sa première communication, il a dit aux partis politiques que si vous dites que ce fichier électoral n'est pas fiable, mais c'est le même fichier qui est pris en compte par l'ONIP. Et donc, si Louis Fayoulou doute de ce fichier électoral, qu'il aille se taper lui-même un cabinet d'experts où il vit en Papouasie ou en Indonésie, il amène ce cabinet-là à l'ONIP. Comme ça, dès qu'il a les résultats, il fait l'équivalence. Ça, c'est un schéma que je lui donne. Un autre élément. Ils veulent que la CNI viole la loi, sa loi existentielle. Laquelle loi? C'est-à-dire qu'on aille au-delà qu'est-ce que je dis? Qu'on aille au-delà de ce que la CNI prévoit sur la question d'experts. C'est comme l'erreur que venaient de commettre nos amis de la CENCO et de l'ECC dans leur communiqué d'il y a quelques heures, où ils disent que nous voulons que l'on crée une observation dans laquelle nous allons scruter les fichiers, et puis ils demandent à ce que leur corporation en question se fasse aussi accompagnée par la Fondation Carter. Mais c'est une autre foutaise. Pourquoi? Puisque on veut créer une CNI dans la CNI, ou on veut créer une CNI parallèle. Depuis quand ceux qui ont droit d'observation deviennent acteurs électoraux? Mais l'observation est passive. Est-ce que tu sais que mon témoin à moi, aux législatives, a beaucoup plus de pouvoir que l'observateur? Et donc, j'ai établi une liaison, une corrélation entre la déclaration de la Mouka, qu'est-ce que j'ai dit, bon, la déclaration de Fayoulou et de Fayoulou et de l'Église du Christ Congo, les protestants. CENCO et SCC, il faut dire CENCO et SCC. Encore une fois, ils veulent nous amener sur un schéma en violation de la loi. J'imagine qu'ils sont en train de rêver. Et ces 5 sont roulent pour l'opposition. Vous dites quoi? Est-ce que ces 5 roulent pour l'opposition? Mais vous les avez vus ce qu'ils sont allés faire à Lubumbashi? La dernière déclaration d'un Cholela était lieu où? À Lubumbashi. Écoute, tu sais, il y a beaucoup de gens en soutane qui ont fait beaucoup de bruit sur le maréchal. Il y a un qui était serpent de la piste à la CNS. Lorsque le maréchal le reçoit, puisqu'il était aussi asphyxié, il faut le dire, le maréchal lui présente la liste des enfants qu'il a. Il lui dit, mais il y a tel qui vit, l'autre est en train d'étudier à Saint-Martin, l'autre, etc., etc. Et on voyait dans la psychologie politique, ce sont des secrets lâchés par Ngwanda Nzambo Kwakwa Tumba, peu à son âme. Il dit que le prélat a commencé à transpirer, en plus comme c'était à Badolité, puis par la suite, c'était par lui que la CNS avait été plombée.
Et on a ouvert la porte à ce qu'on appelait quatrième voie ou troisième voie, je ne sais pas. Ça veut dire tout ce qui brille n'est pas or. L'habit ne fait pas le moine. La criminologie m'apprend que nous sommes tous des délinquants biologiques par le simple fait de l'atavistique. Ça veut dire que notre comportement actuel est un cliché ancestral. Donc il ne faudra pas qu'on dise non, puisque ceux de la 5 ans ont parlé, ils deviennent par là anges, comparativement à ceux des églises des réveils, des églises, je ne sais pas, indépendantes. Voyez-vous les élections bien se dérouler sans le Front commun pour le Congo? Voyez-vous les élections être crédibles et inclusives sans le Front commun pour le Congo et la MOCA de M. Martin Fayulu? Bien, mais mon cher ami, c'est une même question qui revient, c'est une question jurisprudentielle, monsieur. Comment ça? Puisqu'on l'a aussi soulevé en 2005-2006. Pensez-vous qu'il peut y avoir élection dans ce pays sans l'UDPS de Tshisekedi et compagnie, puisque l'UDPS était le principal parti de l'opposition? Mais mon cher ami, il y a eu élection en 2006. Il y a eu même référendum le 18 décembre 2005, auquel nous n'avons pas participé, qui a donné naissance à cette constitution. Cette constitution, si nous pouvons bien dire politiquement parlant, l'UDPS n'y a pas participé en termes référendaires. Peut-être lorsqu'on prenait des éléments liés aux travaux de Saint-Cyr, où nous avons sauvé le bateau du déchirement de la République et barré la route aux accords de cascade de Matadi. Donc c'est pour te dire, dès lors qu'elle avait été promulguée, quelles que soient les conditions de sa maternité, puisque la science constitutionnelle m'apprend qu'un référendum mal organisé, c'est un plébiscite ou un plébiscite référendaire ou un référendum plébiscitaire. Mais quoi que vous fassiez, c'est devenu erga omnes et opposable à tous. C'est comme ça que les gens se rendent compte que c'est sous Félix Tshisekedi que cette constitution se trouve assez manipulée. Ça voudrait dire, nous nous sommes retirés du train en 2006. Oui. Vous comprenez? Si eux veulent goûter à notre jurisprudence, que voulez-vous? C'est pour ça que je te dis qu'on ne peut pas sortir la jurisprudence de notre vie. Il y a un principe... Elle est la source du droit par excellence. Mais je te dis, mais elle est indémontable. Elle est inamovible. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque... Mais Martin Fayulu, hier, je l'ai suivi encore dans cette interview, où il dit... il est clopin pour dire, mais il dit en même temps, nous n'allons pas boycotter les élections. Mais c'est le même comportement qu'il a affiché en 2018. Merci beaucoup. Puis il a fait la ronde de la République, en battant en campagne selon la promesse de Katumbi à l'américaine, en train de battre campagne pour le boycott. À 2-3 jours du scrutin, il dit, bon, je demande aux militants de prendre leur stylo et d'aller demander les bulletins papier aux opérateurs de la CNI. Est-ce qu'un monsieur comme celui-là, ayant fait, j'imagine, environ 30 jours, puisqu'on donne 30 jours pour battre campagne, qui a battu campagne partout au pays pour le boycott, peut se réclamer en ce jour comme étant celui qui a été élu président de la République. Sinon, il ne se présenterait pas devant le juge constitutionnel avec des requêtes. Ici, il postule 8 millions de voix. Là-bas, il réclame 11 millions de voix. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Ça s'appelle des discours de jactance. Merci. Discours de désespoir. Il peut demander de l'argent à qui il veut, puisque on peut l'aider s'il veut pas. Mais déjà, le processus est inéluctable. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo, président national de la COPOP, au cadre de l'UDPS Tshisekedi, qui nous a fait l'honneur. Merci beaucoup. J'espère qu'avant votre départ, nous aurons un spécial débat ici. Je chercherai un opposant qui va débattre avec vous sur la question, justement, des questions électorales, justement. Je suis un dialecticien par nature, et donc, dès que c'est OK, ça sera OK. Mais c'est plutôt moi qui vous remercie, qui remercie Congo Buzz, et qui vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo, toujours avec son franc-parler. On vous a beaucoup félicité pour votre dernière émission par mes internautes, mes téléspectateurs. Merci de tout cœur pour tous ceux qui nous admirent, tous les sympathisants, pourquoi pas des fanatiques, puisque le mot fanatique est désormais admis dans la nouvelle sociologie politique. Donc, ce n'est pas un péché qu'on mettrait le mot fanatique de Fachi, par exemple. Non, ce n'est pas un problème. Donc, si tu devenais aussi fanatique de Bossembe, ça ne pose pas non plus un problème. Pourquoi? C'est un mot désormais admis dans la nouvelle sociologie politique. Merci beaucoup, Maître Passy. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.
Et prochain rendez-vous, toujours ici sur votre chaîne. Au revoir.